Depuis quelques mois, il y a un mot qui revient de plus en plus souvent dans les discussions autour de l'investissement, les fonds monétaires. Des investisseurs débutants aux profils les plus expérimentés, tout le monde semble s'y intéresser à nouveau. Pourtant, pendant des années, ces produits étaient complètement ignorés. Ils rapportaient quasiment rien, parfois même moins que l'inflation, et n'avaient aucun intérêt face à des placements comme les actions ou l'immobilier. Et c'est le genre de produit où vous pouvez laisser votre argent sur votre compte et être rémunéré à des taux de 2 à 3% par an avant impôt bien sûr. Alors pourquoi ce retour en force aujourd'hui de ce placement, qui est souvent vanté comme magique par la plupart des plateformes? Et la réponse tient en grande partie à un élément clé que beaucoup d'investisseurs sous-estiment, c'est les taux d'intérêt. Pendant plus de 10 ans, les banques centrales ont maintenu des taux très bas. Concrètement, ça voulait dire que placer son argent sur des supports très sécurisés ne rapportait presque rien. Mais depuis 2022, le contexte a radicalement changé. Face à une inflation forte, les banques centrales ont pris une décision majeure. Remonter fortement leur taux d'intérêt pour ralentir l'économie et contenir cette inflation. Et ce changement a eu un impact direct sur certains placements, dont les fonds monétaires. Parce que les fonds monétaires sont directement liés au taux d'intérêt à court terme. Quand les taux remontent, leur rendement remonte aussi. Et c'est exactement ce qui attire les investisseurs aujourd'hui. Et donc, dans un environnement incertain avec des marchés parfois volatiles, la possibilité de placer son argent sur un support simple, liquide et relativement sécurisé, tout en obtenant un rendement correct, redevient extrêmement intéressante. Mais attention, parce que derrière cette apparente simplicité, il y a des mécanismes qu'il faut bien comprendre. Parce que oui, les fonds monétaires peuvent être très utiles, mais seulement si on sait exactement comment les utiliser. Et c'est justement tout ce qu'on va voir ensemble dans ce guide complet sur les marchés monétaires et les fonds monétaires. Partie 1. Qu'est-ce qu'un fonds monétaire simplement? Maintenant qu'on comprend pourquoi les fonds monétaires reviennent sur le devant de la scène, il faut répondre à la question la plus importante. Concrètement, c'est quoi un fonds monétaire? Un fonds monétaire, c'est tout simplement un placement collectif qui va investir notre argent sur des produits de très court terme considérés comme très sûrs. Dit autrement, au lieu de laisser notre argent dormir sur un compte non rémunéré, on va le confier à un fonds qui va le prêter pour des courtes durées à des acteurs solides comme des États ou de grandes entreprises. Et ces prêts peuvent prendre plusieurs formes. Des bons du trésor, des certificats de dépôt, des billets de trésorerie ou encore des dettes d'entreprise à très court terme. Et si ces termes ne vous disent rien, pas de panique, on va revenir dessus juste après. Mais bref, l'idée à retenir est simple. L'argent qui est placé dans des fonds monétaires va être ensuite mis sur des supports qui doivent être remboursés très rapidement, souvent en quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que plus la durée est courte, plus le risque est faible. Il y a aussi beaucoup moins d'incertitude sur la capacité de remboursement. Mais bien sûr, la performance qu'on en attend sera beaucoup plus faible. Donc maintenant, pour que ça soit encore plus clair, on va imaginer la situation suivante. On a 10 000 € et au lieu de les laisser sur notre compte non rémunéré, on va décider de les prêter pour quelques semaines à plusieurs emprunteurs très fiables. Un État, une grande banque ou une grande entreprise. Et en échange, ils vont nous payer un petit intérêt. Individuellement, ces prêts sont très sécurisés, mais surtout, ils sont très courts. Donc, notre argent reste disponible rapidement et le risque de problème est assez limité. Et un fonds monétaire fait exactement la même chose, mais à très grande échelle. Il va répartir l'argent de milliers d'investisseurs sur des dizaines, voire des centaines de prêts différents pour lisser le risque au maximum. Résultat, on n'a rien à gérer, tout est diversifié et notre argent travaille en continu sur des placements courts et sécurisés. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un fonds monétaire est une sorte de super compte rémunéré, un peu plus optimisé, un peu plus dynamique, mais qui reste dans une logique de sécurité. Mais attention, même si le fonctionnement est simple à comprendre, il y a un point clé à bien saisir. Le rendement d'un fonds monétaire n'est pas fixe. Il évolue en permanence en fonction des taux d'intérêt du moment. Partie 2. Comment fonctionnent vraiment les fonds monétaires? Donc maintenant qu'on voit l'idée générale, on va rentrer un peu plus dans le concret. Parce que comprendre comment fonctionne un fonds monétaire, c'est ce qui permet vraiment de savoir dans quoi on met notre argent si on investit dessus. Donc un fonds monétaire ne garde pas notre argent en attente sur un compte qui dort, il le fait travailler en permanence sur des placements ultra courts et ultra sécurisés. Des prêts remboursés en quelques jours, semaines ou au maximum quelques mois, généralement en moins de 1 an, souvent même overnight, c'est-à-dire d'un jour sur l'autre. Concrètement, notre argent est réparti sur 3 grandes catégories d'actifs, tous choisis pour leur fiabilité maximale, donc ils vont être très bien notés, donc un risque et un problème sera très faible. On va avoir premièrement les bons du trésor ou des titres d'État à court terme, donc ce sont des emprunts qui sont émis par des États solides avec des bonnes notes financières comme la France, l'Allemagne ou d'autres pays avec des bonnes notes. Par exemple, la France émet un bon du trésor à 3 mois pour financer ses besoins immédiats. Le fonds achète ce bon, l'État rembourse avec un petit intérêt à l'échéance. C'est le pilier le plus sûr d'un portefeuille sur des fonds monétaires par exemple. On a aussi les certificats de dépôt. Donc les certificats de dépôt sont des titres de dette à court terme émis par des banques. Concrètement, lorsqu'une grande banque comme BNP, Société Générale ou Deutsche Bank a besoin de liquidité pour une courte période, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, elle peut émettre un certificat de dépôt. Un fonds monétaire ou un investisseur institutionnel va acheter ce titre, ce qui revient à prêter de l'argent à la banque pendant une durée assez courte. Et à l'échéance, la banque rembourse le montant prêté, appelé le principal, ainsi qu'un intérêt. Et ces instruments sont souvent utilisés pour la gestion de trésorerie à court terme du secteur bancaire. Ils sont généralement considérés comme assez sûrs quand ils sont émis par de grandes banques solides,
bien notés. Ils sont aussi très appréciés pour leur liquidité, c'est-à-dire leur capacité à être revendus ou arriver rapidement à l'échéance. Et on a aussi le papier commercial qu'on appelle aussi le billet de trésorerie. Ça fonctionne sur le même principe que le certificat de dépôt, sauf qu'il n'est pas émis par une banque, mais par une entreprise. Par exemple, une grande société comme Total Energy, LVMH ou Sanofi peut avoir besoin de financer son activité au quotidien, payer ses fournisseurs et gérer ses stocks, ouvrir certaines dépenses de fonctionnement ou lisser un besoin temporaire de trésorerie. Et plutôt que d'emprunter à long terme, elle peut émettre un papier commercial sur une durée courte, souvent de 1 à 6 mois. Et le fonds monétaire achète ce titre, donc prête de l'argent à l'entreprise. Et à l'échéance, l'entreprise rembourse le principal plus les intérêts. Et ces titres sont eux aussi de courte durée et peuvent être relativement sûrs lorsqu'ils sont émis par des entreprises très solides financièrement. En revanche, le risque dépend davantage de la qualité de l'entreprise émettrice. Et à chaque échéance, souvent au jour le jour, à une semaine, à un mois, parfois quelques mois, l'argent prêté par le fonds revient avec les intérêts. Et le gérant du fonds monétaire va quasiment jamais laisser du cash dormir. Il le replace immédiatement sur de nouveaux instruments monétaires. C'est ce roulement permanent qui fait fonctionner un fonds monétaire. Il ne s'agit pas d'un placement figé jusqu'à une date lointaine, mais d'une chaîne continue de prêts très courts qui se renouvellent en permanence. Et le rendement naît donc d'une mécanique très simple. Le fonds accumule une multitude de petits intérêts de court terme, puis les réinvestit encore et encore. Et pris isolément, chaque prêt rapporte peu, mais comme ils sont très fréquents, très courts et renouvelés sans cesse, cela produit un rendement régulier, proche du niveau des taux monétaires du moment. Et c'est justement pour cela qu'un fonds monétaire est très réactif aux décisions des banques centrales. En zone euro, sa boussole c'est surtout l'ESTER, l'Euro Short Term Rate, le taux overnight publié par la BCE à partir de transactions réelles entre banques. Et la BCE a maintenu en mars 2026 son taux de dépôt à 2% et son taux principal à 2,15%. Du coup, si les taux montent, les nouveaux placements du fonds sont faits à des rendements plus élevés et le rendement du fonds remonte vite. A l'inverse, quand les taux baissent, les anciens placements arrivent rapidement à l'échéance et sont remplacés par de nouveaux placements moins rémunérateurs, donc le rendement redescend presque aussi vite. C'est ce qui rend les fonds monétaires très différents d'une obligation longue. Ils reflètent surtout les taux du moment, pas une promesse de rendement verrouillée sur plusieurs années. Et en dollars, la référence la plus connue est le SOFR, publié par la Réserve fédérale de New York. En livre sterling, on utilise le SONIA, administré par la Banque d'Angleterre. En francs suisses, l'équivalent de référence est le SARON, calculé par la SIX et relayé notamment par la BNS, Banque nationale suisse. Mais du coup, tout ça soulève une question essentielle. Concrètement, est-ce que ça vaut le coup? À quoi s'attendre dans les mois et les années à venir sur ce type de placement? Donc partie 3, combien ça rapporte réellement? Donc, depuis la remontée des taux d'intérêt de 2022 à 2024, les fonds monétaires ont retrouvé un vrai attrait. Ils rapportent désormais un rendement décent sans prendre trop de risques sur le capital. Aujourd'hui, un fonds monétaire ou ETF monétaire classique en euros tourne globalement autour de 2 à 3% brut par an, parfois un peu plus pour les meilleurs. Par exemple, en 2025, la moyenne des fonds monétaires en France a été proche de 2,9% sur un an, après un pic à 3,9% en 2024. En mars 2026, on est déjà en léger repli, les performances sur 12 mois glissant se situent entre 2,5 et 2,9% selon la Banque de France et les classements récents. Donc, par exemple, quelques exemples sur des ETF monétaires. On va avoir l'Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Hack. Je vous mets le code ISIN à l'écran, ça peut vous aider. À la date à laquelle je fais cette vidéo, sur les 12 derniers mois, on a une performance de plus de 3% et sur 5 ans, plus de 9%. Autre ETF, le X-Tracker Euro Overnight Rate Swap UCITS ETF. Pareil, je vous mets le code ISIN à l'écran. Sur un an, on a eu plus de 2,6% de performance et sur 5 ans, 8,14%. Autre exemple d'ETF, le iShares Euro Cash UCITS ETF Euro. Je vous mets le code ISIN à l'écran et sur un peu moins d'un an, on a eu quasiment 2%. Et côté fonds monétaires classiques, donc des OPCVM avec des frais un peu plus élevés, autour de 0,2 voire 0,5%. On a par exemple le Hugo Monéterme et je vous mets aussi le code ISIN à l'écran, ça vous intéresse. On a eu plus de 3% sur un an et quasiment 10% sur 5 ans. On a aussi le Monceau Marché Monétaire avec quasiment 3% sur un an et 9% sur 5 ans. Et enfin, un autre OPCVM sur le monétaire, l'épargne éthique monétaire, 2,8% sur un an et plus de 8% sur 5 ans. Donc, pour différencier un peu les fonds monétaires et les ETF monétaires, en vrai, c'est la même idée de base, mais il y a des nuances importantes qui vont changer vraiment la donne selon notre usage. D'abord, la forme juridique et la façon de les acheter ou de les vendre. Donc, un fonds monétaire classique, c'est un OPCVM, souvent une SICAV ou un FCP. Donc on souscrit, on va racheter directement auprès de la société de gestion. Généralement, on peut le faire une fois par jour à la valeur liquidative calculée en fin de journée. C'est simple, mais c'est pas instantané. Un ETF monétaire, lui, est coté en bourse comme une action. On l'achète, on le vend en bourse en continu pendant les heures d'ouverture au prix du marché du moment. Ça donne une liquidité quasi immédiate, quasi en temps réel et c'est parfait si on veut bouger notre cash très rapidement. Ensuite, au niveau des frais, c'est souvent le gros point qui fait pencher la balance entre les fonds actifs et les fonds passifs qui sont les ETF. Donc sur les ETF monétaires, donc ceux que je vous ai
parlé juste avant. Ils vont avoir des frais de gestion ultra bas, typiquement 0,1 voire 0,2% par an. Parfois, ça peut être aussi un peu moins. On n'aura pas de frais d'entrée et de sortie dans la plupart des cas. Sur les OPCVM monétaires classiques, donc comme ceux que je vous ai parlé juste avant, on aura des frais un peu plus élevés, autour de 0,2 voire 0,5% par an. Et parfois, on peut aussi avoir des frais d'entrée ou de sortie cachés selon l'intermédiaire. Et quand on compare ça sur des fonds actifs, par exemple sur des actions, on aura des frais qui peuvent être beaucoup plus costauds. Là, l'écart entre ETF et OPCVM sur du monétaire sera assez faible. Mais si on n'optimise pas ces petits frais sur plusieurs années, cette différence de frais peut vraiment faire du rendement net en plus pour les ETF quand on compare aux OPCVM. Et la plupart des OPCVM monétaires sont en gestion active. Le gérant sélectionne manuellement les bons du trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie pour essayer de faire un tout un petit peu mieux que le taux du marché, l'Ester. Ça peut marcher, mais ça coûte un peu plus cher. Et pour les ETF monétaires, du coup, ils sont passifs. Ils vont répliquer un indice comme l'Ester plus un petit ajustement. Certains peuvent être physiques, donc ils achètent vraiment les titres. Et d'autres sont synthétiques, via un swap avec une contrepartie bancaire. Ça va permettre d'avoir la performance sans avoir véritablement les titres en portefeuille. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le swap, du coup, qui est un produit dérivé, va ajouter un petit risque en plus de contrepartie, mais il va être assez bien encadré par la réglementation UCITS, surtout en Europe. Et on aura un risque quasi nul sur ces produits parce que c'est bien encadré. Après, le risque zéro n'arrive quasiment jamais. Mais bref, au moins, on l'a en tête et on le comprend. Et enfin, l'accessibilité et l'enveloppe des ETF monétaires sont super flexibles. On peut avoir sur CTO, donc compte titre, assurance vie et parfois PER, alors que les OPCVM classiques sont plus répandus en assurance vie ou PER, mais moins souvent sur du CTO où ça dépend des brokers. Et les performances qu'on peut avoir avec des fonds monétaires vont battre en général le livret A ou un compte courant à 0%. Dans tous les cas, ça, c'est pas très dur. Même si on a des petites performances avec du fonds monétaire, ce sera toujours mieux que zéro et parfois, ça peut être mieux que le livret A. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le livret A n'est pas fiscalisé, donc la performance qui est affichée, c'est la performance nette, alors que la performance affichée sur des fonds monétaires va être une performance brute sur lesquelles après vous allez avoir une flat tax ou des impôts de manière générale à payer. Un autre point à avoir en tête, c'est que sur les fonds monétaires, on aura une liquidité quasi immédiate. C'est pareil pour le livret A, on est très liquide dessus. Bref, c'est pas un point différenciant, mais c'est un point que je voulais mentionner. Donc bref, pour résumer, au niveau des fonds monétaires, le rendement n'est pas magique ni fixe. Il va juste suivre directement les taux court terme des banques centrales. Quand les taux montent, le rendement grimpe presque tout de suite. Et quand les taux baissent, ce qui se passe progressivement depuis 2024, début 2025 avec la BCE, le taux des fonds monétaires va aussi descendre vite. Et là, en 2026, on est pile dans cette phase stabilisation puis un léger recul des taux. Les rendements glissent doucement vers le bas. Je pense que d'ici fin 2026, on sera autour de 1,5 voire 2,5 sur les fonds monétaires. Et au niveau de ces fonds, il y a beaucoup d'investisseurs qui se trompent. Ils regardent le rendement actuel autour de 2,5 voire 3% et imaginent que ça va durer éternellement. En réalité, comme je vous l'ai dit, un fonds monétaire, c'est comme un thermomètre du marché des taux. Ça reflète l'instant présent, mais pas le futur. C'est pour ça que c'est un super outil pour aujourd'hui. En ayant compris que c'est des produits de court terme, qu'on sait que le risque qu'on a sur le capital est assez faible et aussi du coup la contrepartie c'est que la performance qu'on aura sera aussi assez faible. Et pour moi les fonds monétaires c'est pas des produits sur le long terme parce que si on garde par exemple un ETF monétaire sur du long terme, on pourrait passer à côté de beaucoup de gains qu'on aurait pu avoir sur le marché action. Partie 4 maintenant, quels sont les avantages de ces fonds monétaires? Donc, si les fonds monétaires attirent aujourd'hui beaucoup de personnes, ce n'est pas un hasard. Ils répondent parfaitement à un besoin courant, placer son argent sans gros risque, en gagnant un peu plus qu'un compte courant ou qu'un livret A actuellement. Et le premier avantage, du coup, c'est la sécurité. Les investissements, bons du trésor, certificats de dépôt, billets de trésorerie sont ultra courts et sur des émetteurs très solides, État, AAA, grande banque, grande entreprise. Et le risque de défaut est quasi nul, on parle de pertes exceptionnelles et marginales. Et la valeur liquidative reste très stable. On a des variations quotidiennes de l'ordre de 0,001% à 0,01%. Bref, rien à voir avec ce qu'on peut subir sur le marché des cryptos, voire aussi le marché des actions avec des pertes parfois de 10% voire 20% sur quelques jours voire semaines. Le deuxième gros avantage des fonds monétaires, c'est une liquidité quasi totale. On peut récupérer notre argent en J+1 ou J+0 selon le fonds. Et pour moi, c'est idéal comme un peu parking en argent. On place par exemple 50 000 € en attendant un achat immobilier, une opportunité boursière ou juste pour faire travailler la trésorerie sans la bloquer. Et le troisième avantage, c'est la simplicité et l'efficacité. Pas besoin de suivi quotidien, pas d'analyse, le gérant diversifie sur des dizaines, centaines d'émetteurs, réinvestit automatiquement. Les frais sont aussi assez bas, même pour des fonds actifs, ça sera quand même assez bas quand on compare des fonds actifs sur des actions. Et le rendement net va être en général un peu plus supérieur au livret A. Et en plus sur les fonds monétaires, il n'y a pas de plafond contrairement au livret A. Donc ce combo sécurité plus liquidité immédiate plus des performances assez convenables, ça en fait un outil malin pour de l'épargne de précaution ou des liquidités excédentaires, surtout quand les taux courts restent assez attractifs. Maintenant, partie 5, quels sont les risques souvent assez sous-estimés? Donc depuis le début de la vidéo, je vous ai fait un peu l'éloge de ces fonds monétaires,
mais ce n'est pas non plus un placement sans aucun risque. Les avantages masquent parfois des pièges qu'il faut bien voir. Et le principal risque pour moi, c'est le risque de taux. Par exemple, si la BCE baisse ses taux, comme ce qu'on a un peu actuellement, du coup, le rendement va suivre vite. Un fonds à 3% peut passer à 2% ou moins en quelques mois. On va pas avoir forcément des pertes en capital, mais les gains futurs vont diminuer. Deuxième grosse limite, c'est que le rendement n'est pas garanti et il est variable. Contrairement à un compte à terme où le taux sera fixe et bloqué, ici rien n'est figé, on gagne ce que le marché paye jour après jour et si l'économie ralentit fort, les taux courts chutent et le rendement qui font aussi. Troisième chose, l'inflation qui grignote. À 2 ou 3% brut sur des fonds monétaires, si on a une inflation qui repart à par exemple 2 ou 3%, si on gagne 2 à 3% avec l'inflation, c'est le même taux, du coup la performance est réelle et nulle et du coup on ne s'est pas vraiment enrichi. Et en plus à ça, il ne faut pas oublier un élément qui est la fiscalité qui réduit un peu plus le rendement net et réel. Les gains des fonds monétaires sont imposés par défaut à la flat tax à 31,4% depuis 2026 et on peut aussi opter pour un barème progressif IR plus prélèvements sociaux et ça peut être assez intéressant de faire ce choix quand on a une TMI assez basse. Maintenant, partie 6, dans quel cas utiliser un fonds monétaire? Donc maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas. Je pense que là, j'ai un peu répondu à cette question. Mais là, ce qu'on va voir, c'est plutôt dans quel cas ça fait vraiment sens d'utiliser un fonds monétaire. Parce que bien utilisé, ça peut clairement améliorer la gestion financière d'un portefeuille. Pour moi, le premier cas, c'est le parking de liquidité. On a de l'argent disponible, mais on ne veut pas l'investir tout de suite. Par exemple, on attend une opportunité en bourse, une baisse des marchés, ou simplement le bon moment pour se repositionner, ou juste on a de l'argent qui dort pour un achat immobilier. Si on laisse cet argent sur un compte courant, il ne rapporte rien. Sur un fonds monétaire, il peut générer 2 à 3% en attendant. Donc si par exemple on a 20 000 euros qu'on va investir dans 3, 4, 5 ou 6 mois, laisser dormir, ça nous rapporte 0. Et sur un fonds monétaire à 2,5%, ça peut représenter quelques centaines d'euros annualisés. Bref, c'est pas spectaculaire, mais c'est de l'argent gratuit sur une période où de toute façon, on n'allait pas investir. Deuxième cas intéressant, c'est la stratégie d'attente en investissement. Imaginons qu'on investisse régulièrement en bourse, mais qu'on trouve les marchés trop élevés à ce moment T, à ce moment précis. Donc au lieu d'entrer d'un coup ou de rester en cash, on peut temporairement placer notre argent sur un fonds monétaire. Ça nous permet de rester discipliné sans subir la pression de devoir tout investir maintenant. Et pour moi, c'est particulièrement utile dans les phases de marché incertaines ou volatiles. Et troisième cas, pour la gestion de trésorerie, là on est sur quelque chose de très utilisé mais souvent peu compris. Que ce soit pour un indépendant, une entreprise ou même un particulier organisé, on peut avoir des sommes importantes qui ne servent pas immédiatement. Par exemple, faire une provision pour des impôts qu'on devra payer dans quelques mois ou pour un futur apport pour un achat immobilier. Bref, le fonds monétaire, ça permet de faire travailler cette trésorerie sans prendre de risques significatifs et sans bloquer l'argent. Et c'est exactement pour ça que les entreprises utilisent massivement ce type de support. Quatrième cas, plus stratégique, la gestion du risque global du portefeuille. Si on est investi en actions ou en actifs plus volatiles, on peut utiliser les fonds monétaires comme une zone de stabilité. Par exemple, au lieu d'être 100% investi en bourse, on peut garder une petite partie en fonds monétaires. Ça va réduire la volatilité globale et donner des munitions pour investir en cas d'opportunité. C'est une approche très utilisée par les investisseurs expérimentés. Mais après, il faut être lucide, un fonds monétaire n'est pas un investissement de conviction, c'est un outil d'optimisation. Mais si on l'utilise pour attendre sans stratégie ou par peur d'investir, là, on va passer à côté de gros gains qu'on aurait pu avoir sur du long terme, sur des actions ou d'autres classes d'actifs. Mais si on utilise ces fonds monétaires de manière intentionnelle pour gérer notre timing, la trésorerie ou notre risque, là, ça peut devenir un levier très intéressant. Donc, maintenant qu'on a vu quand ça peut être pertinent d'utiliser ces fonds monétaires, il reste une étape essentielle, comment y investir concrètement, simplement et efficacement. Donc, partie 7, comment investir dans ces fonds monétaires. Donc, premièrement, les fonds monétaires ne s'achètent pas directement en agence comme un livret bancaire. Il faut passer par un support financier, donc une enveloppe fiscale. Et les 3 enveloppes fiscales sur lesquelles on pourra avoir des fonds monétaires, ça sera compte titre, assurance vie et PER. Donc sur l'assurance vie, c'est le support le plus courant et souvent le plus malin pour les fonds monétaires parce que la plupart des contrats proposent des fonds monétaires ou assimilés comme des fonds euro court terme en unité de compte avec une liquidité totale et un capital très protégé. Après, sur l'assurance vie, là où il faut faire attention, c'est que parfois on a des taux des fonds euros qui vont être boostés, qui vont être supérieurs à ce qu'on peut avoir sur des fonds monétaires et sur les fonds euros, on aura une garantie par l'assureur, donc on prendra moins de risques pour une performance meilleure que ce qu'on peut avoir dans des fonds monétaires sur unité de compte. Donc bref, bien comparer le taux qu'on peut avoir sur notre fonds euro, s'il est supérieur à des fonds monétaires dans les unités de compte, alors là, ça fait pas sens de prendre des unités de compte avec des fonds monétaires. Donc par exemple, si on a une assurance vie, qu'on verse 10 000 euros, on place 5 000 euros sur un fonds monétaire comme par exemple l'ETF Lixor Smart Overnight Return ou un autre AXA à court terme, là, notre argent va travailler à 2,5 voire 3% brut. Et si on regarde ça pendant 3 mois, voire 6 mois et qu'on veut repasser en fonds euros, là, on va pouvoir faire un arbitrage, passer une partie de l'unité de compte à fonds euros. On ne sera pas fiscalisé parce que l'assurance vie, c'est une enveloppe capitalisante. Et si on veut sortir cet argent de l'assurance vie, alors là, on sera
fiscalisé. Mais sur l'assurance vie, après 8 ans, on a des abattements qui feront qu'on ne sera pas imposé sur une partie de nos gains. C'est 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Aussi gros avantage, après 8 ans sur l'assurance vie, tout ce qui va être versement en dessous de 150 000 €, on sera fiscalisé à 24,7% sur les gains. Tout ce qui va être au-dessus de 150 000 €, ça sera 30%, comme la fiscalité qu'on a sur l'assurance vie avant 8 ans. Maintenant, au niveau du compte titre, ici on achète directement des parts de fonds monétaires ou des ETF monétaires, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, par exemple la Mondi Smart Overnight, le X-Tracker Euro Overnight. Bref, on a une liberté maximale en général sur les comptes titres qu'on aura le plus de fonds monétaires et d'ETF monétaires. Mais la fiscalité sera plus lourde, on est imposé à la flat tax de 31,4%. On n'a pas d'abattement ni de report d'imposition. Le compte titre n'est pas une enveloppe capitalisante et l'imposition est la plus lourde quand on compare aux autres enveloppes fiscales. Pour le PEA, comme c'est un plan d'épargne en action, les fonds monétaires, c'est plutôt de la dette, donc il n'y aura pas de fonds monétaires sur le PEA. Parfois, il se peut qu'il y en a qui soient éligibles, mais c'est assez rare. On peut avoir le Amundi PEA Euro court terme UCITS ETF Hack de BNP Paribas, mais dans la plupart des cas, je ne suis pas sûr que votre PEA va le proposer. Donc, je préfère dire que dans le PEA, en général, c'est du plan épargne en action, donc c'est des actions. Et tout ce qui va être monétaire, ça va être de la dette à très court terme. Donc, dans 99% des cas, votre PEA ne vous permettra pas de vous exposer à tout ce qui va être les fonds monétaires. Ensuite, il y a aussi le PER. Là, ce sera plus ou moins le même fonctionnement que pour l'assurance vie. Vous avez deux sous-poches, unité de compte et fonds euros. Donc, fonds euros, ça va être pareil, des obligations à plus ou moins 10 ans de l'État français. Pareil, regardez si le taux du fonds euro est supérieur à ce que vous pouvez avoir dans l'unité de compte via les fonds monétaires. Si le taux du fonds euro est supérieur au fonds monétaire, du coup, privilégiez plutôt du fonds euro. Et regardez du coup les fonds monétaires. Qu'est-ce que vous avez dedans? En général, sur le PER, c'est pas là où on a le plus de choix de ETF ou fonds monétaires, ce sera plutôt le compte titre. Sur le PER, ce qui est intéressant, c'est que l'argent qu'on met là maintenant, il est déduit fiscalement de nos impôts, mais on sera fiscalisé dessus quand on va être à la retraite, donc on va débloquer le capital, soit de manière totale, soit via des rentes. Mais bref, ça peut aussi faire sens dans un PER d'avoir des fonds monétaires pour avoir une poche assez sécurisée. Après, comme je vous l'ai dit, comme pour l'assurance vie, bien comparer la performance qu'on peut avoir fonds monétaires vs fonds euros, parce que parfois, le fonds euro va mieux rémunérer et en plus, on a une garantie de l'assureur. Partie 8, achat de fonds monétaires sur mon écran. Donc désormais, je vais vous partager mon écran, je vais vous présenter étape par étape comment je fais pour acheter des fonds monétaires sur ma plateforme, sur mon ordinateur. Vous allez pouvoir suivre étape par étape comment faire. Ok, désormais, on se retrouve sur mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment on peut investir sur des fonds monétaires. Donc là, on est sur le broker, mais je vais revenir directement ici, donc sur les monétaires, comme on a vu. On peut soit le faire sur des ETF monétaires, soit des fonds monétaires. Parfois, c'est déjà des produits monétaires qui sont déjà inclus sur les brokers. Donc là, je vais le faire avec les ETF monétaires. Donc vous allez sur Just ETF, vous aurez le lien dans la description. Mais le site, c'est justetf.com. Vous allez dans marché monétaire et là, vous avez 38 fonds qui sont disponibles. Donc pareil sur les ETF, si vous êtes à l'aise, ce qu'il faudra faire, vous regardez, vous mettez vos critères à gauche. Donc là, l'ancienneté, en général, on s'en moque un peu. Est-ce que vous voulez que ce soit éligible au PEA? Il n'y en a que un, mais encore, je ne suis pas sûr que tous les brokers en proposent. Du coup, je vais le décocher. Donc voilà, j'ai la capitalisation ou distribution, je vais mettre capitalisant, la méthode de réplication, je veux la devise, la couverture de change plutôt, et ensuite les stratégies. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout être exposé à du euro, et là, je peux aussi filtrer selon les frais de change. Donc là, j'ai les frais les plus faibles, et là, j'ai un BNP euro avec plus de 500 millions sous gestion, avec des frais les plus faibles. Donc imaginons c'est lui qui m'intéresse. Donc là, je le choisis, j'ai le code ISIN. Ensuite, j'ai les infos, le ratio de frais, la méthode de capitalisation, la réplication, la taille du fonds. Là, je sais, ça suit quoi. Donc, c'est BNP Paribas Easy en euro overnight U6. Donc, ça reproduit 7 indices et le marché monétaire de la zone euro. Pareil, si je veux plus d'informations, je vais ici et j'ai toute la fiche produit où il m'explique tout ça en détail. Bref, et j'ai aussi d'autres informations si besoin. Et là, j'ai la performance, donc on voit que c'est assez stable, ça monte petit à petit. Bref, c'est du marché monétaire. Voilà, ce qu'on peut avoir en ETF, c'est pas exceptionnel, mais c'est OK. Donc là, je fais la vidéo, on est fin avril. En 4 mois, on a fait quasiment 1%. Donc, ça fait du 2 à 3%. Sur du fonds actif, donc OPCM, on peut surperformer en général les indices. Voilà, et pareil, on a des brokers qui intègrent directement du monétaire. En général, c'est plutôt directement des ETF monétaires, mais à voir, il faut creuser un peu ce qu'ils proposent derrière. Bref, imaginons que c'est lui qui nous intéresse. Je prends le code ISIN, je reviens sur mon broker. Soit je peux taper par exemple Overnight et j'aurai tous les ETF monétaires disponibles. Soit je peux le coller et s'il est disponible, je l'ai. Donc voilà, boum, j'ai accès à mon ETF monétaire. Et là, j'ai la meilleure limite d'achat et de vente, donc j'ai un spread.
Tu peux voir la performance selon plusieurs géographies. Bref, ce ne sera pas exactement comme Just ETF, mais c'est plus ou moins, ça ressemble plus ou moins à la même chose. Pareil, j'ai encore les informations sur cet ETF, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., les pays et le document d'information clé. Et là, si je veux acheter, je vais le montant de l'ordre d'achat que je veux mettre. Bref, et une fois que je l'ai mis, je peux prévisualiser l'ordre d'achat, j'achète et c'est bon. Donc bref, c'est assez simple. Le plus compliqué, c'est plutôt de choisir le bon produit. Vous allez sur votre broker, en général, c'est plutôt overnight, le mot qui revient souvent sur le monétaire. Là, c'est assez difficile de les comparer. Donc, en général, c'est mieux de faire sur Just ETF si vous voulez des ETF. Si vous voulez des fonds actifs en monétaire, là, ce sera plutôt à vous de faire vos recherches de votre côté. Et ensuite, si vous avez un broker ou une banque en ligne qui intègre déjà du monétaire, vous n'aurez pas le choix. Normalement, le taux annuel, c'est le APY, donc APY en anglais. C'est le taux brut que vous aurez avec les intérêts qui se capitalisent, donc qui sont toujours réinvestis. Donc, c'est le taux que vous pourriez avoir. Voilà, mais toujours, c'est un taux brut. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration sur comment investir sur des actifs monétaires vous a été utile. Et maintenant, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo sur les fonds monétaires. Donc, placer son argent en fonds monétaires, ce n'est pas la voie royale pour devenir riche rapidement, je pense que vous l'avez compris. C'est plutôt un placement assez sécurisé, liquide et sans stress, mais qui demande de la discipline pour l'utiliser au bon moment et pas comme une solution miracle à long terme. Mais si vous avez compris les grandes lignes de cette vidéo, dans quel cas les fonds monétaires peuvent faire sens, c'est quoi les différents types de fonds monétaires, comment acheter un fonds monétaire, je pense que vous avez compris ce qu'il fallait savoir de cette vidéo. Désormais, si vous souhaitez aller encore plus loin et commencer rapidement à investir, j'ai préparé une formation gratuite pour vous apprendre simplement et efficacement à investir en bourse en 2026. Je vous explique étape par étape comment faire et la vidéo est dans la description. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, que vous avez beaucoup d'argent qui dort, vous êtes paralysé à l'idée de vous lancer ou bien vous avez déjà essayé d'investir soit par vous-même, soit avec un conseiller ou votre banquier, vous avez des performances vraiment décevantes, vous voulez tout remettre à plat, nous, on a réalisé un accompagnement avec mon équipe Investing. On a accompagné plus de 400 personnes, 400 francophones pour les aider à investir, pour co-construire leur stratégie avec ces personnes. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez voir en détail comment je peux vous aider étape par étape pour vraiment que vous ayez une vraie stratégie qui vous corresponde, il y a un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe. Comme ça, on voit est-ce que ça fait sens qu'on peut vous accompagner, est-ce que notre programme peut faire sens pour vous et si oui, on vous présentera tout ce qu'il faut savoir sur notre programme et nos différentes offres. Donc bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous a apporté le maximum de valeur. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aussi, n'hésitez pas à partager tous vos retours, vos remarques sur cette vidéo. Est-ce que vous investissez déjà sur les fonds monétaires? Si oui, sur quel ETF ou autre fonds monétaire? Je serais ravi d'en savoir un peu plus dans les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, je répondrai à tout le monde. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.